Ce que je veux faire maintenant, c'est de présenter un petit aperçu du travail qui a commencé à la fin des années 80, quand j'ai commencé ma formation. Au milieu, on va prendre une petite pause, mais vous pouvez toujours poser des questions. N'hésite pas. Déjà des questions peut-être? Bon, je vais mettre mes lunettes, comme ça je vois ce que je lis. Donc un petit aperçu de ce dont je vais parler. Je vais vous raconter du hypoplasie du cœur gauche, une anomalie qui m'intéresse beaucoup. Et je vais vous raconter comment on a trouvé le gène et ou les gènes et les types de cellules qui causent ça, les défaillances du cœur que beaucoup de vos enfants ont. Plus tard, je vais vous raconter de quelque chose de tout à fait nouveau qui peut être la cause du syndrome de Jacobson aussi. Et moi, j'ai toujours pensé que moi, j'aimerais bien utiliser ce qu'on apprend de vos enfants à tous les enfants qui sont nés avec des défaillances du cœur. Beaucoup de vous ne savent pas que des anomalies cardiaques sont les anomalies les plus nombreuses chez les petits bébés. Ça dépend de la définition, mais presque un dans les 100 bébés sont nés avec une défaillance du cœur congénitale. Et même aujourd'hui, on ne sait pas la cause. On ne connaît pas la cause souvent dans la plupart des cas. Et il y a un nouveau gène qu'on a découvert. Ça n'a rien à faire avec Jacobson, mais ça montre comment on peut avoir des avantages, des nouvelles technologies pour trouver des gènes qui peuvent nous aider à comprendre ces défaillances. Là, c'est une défaillance de la valve aortique. Chez les adultes, ces interventions occupent la deuxième place dans les interventions chirurgicales du cœur. Il y a eu beaucoup de questions pendant les années. Par exemple, pourquoi quelques-uns de vos enfants avec les mêmes délétions dont il y a quelques-uns qui ont une anomalie du cœur et des autres pas. Et chez vos enfants qui ont une anomalie du cœur, pourquoi il y a tant de différences? Parfois, c'est très simple, la défaillance. Et dans d'autres cas, je vais vous montrer et toute la partie gauche du cœur est en sous-développement. Il y a beaucoup de gens qui ont remarqué que beaucoup de vos enfants ont des cheveux rouges. Et je vais vous dire qu'il y a quelque chose dans Jacobson là aussi. Je ne savais pas que c'était si important que ça, mais on a pensé de ça, on a réfléchi de ça aussi. Quand moi j'ai commencé avec ça, à la fin des années 80, il y avait 3 causes de mortalité chez les gens avec le syndrome de Jacobson. Le cœur,
le saignement, hémorragie et des infections. Et Ken a déjà dit il n'est pas nécessaire qu'aujourd'hui des personnes ayant Jacobson meurent d'infection. Et moi, d'ailleurs, j'ai suivi les cours d'immunologie. Parfois, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des problèmes respiratoires. Et de nouveau, il n'y a pas un enfant ou un adulte avec Jacobson. Ce n'est pas nécessaire qu'il meure de ça, de problèmes respiratoires. De saignement, pardon. Là, il y a des remèdes. Donc, ce qui reste, c'est les problèmes cardiaques. Aux États-Unis, il y a 3 bébés Jacobson qui avaient une hypoplasie du cœur gauche qui ont décédé. Donc, ça reste une motivation pour moi pour continuer ma recherche. Je vais vous montrer un dessin d'un cœur normal et un cœur Jacobson avec tous les deux ventricules, les valves, les cavités, l'aorta, l'artère. Et puis quand le sang rentre des poumons, ça donne de l'oxygène au sang. Et puis, le sang dans le corps revient à droite et puis ça va vers les poumons. Ça, c'est normal. Avec une hypoplasie du cœur gauche, ce qu'on voit, c'est que ça, c'est très mal développé, le ventricule gauche. Il y aura des détails plus tard. Mais vous voyez, vous pouvez comprendre que un ventricule comme ça n'arrive pas à transporter le sang. Donc, il faut les opérer, ces bébés, sinon ils meurent dans quelques jours. Là, il y a aussi... Ça, c'est la valve aortique. Normalement, ça ouvre comme ça et ça ferme comme ça. Dans ce cas, c'est possible qu'ils ne s'ouvrent pas ou qu'ils sont tout à fait bloqués. Et vous comprenez aussi, quand vous voyez ça, l'aorta là, vous voyez que c'est rétréci. Donc là, il y a une grande anomalie du cœur. Et ce que ça... là, c'est très... à gauche, c'est très fin. Et à droite, il y a trop de croissance à l'intérieur. Il y a trop de tissu à l'intérieur. Le diapo prochain, c'est un vrai cœur humain en hypoplasie. Si vous ne voulez pas voir, fermez les yeux. Là, on peut voir que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on a vu avant, le diapo avant. Là, c'est quatre types de hypoplasie du cœur gauche. Si on regarde d'un œil clinique, le ventricule gauche est très petit et je vais vous montrer que les interventions chirurgiques qu'on fait là, c'est toujours la même chose.
Mais si vous regardez ce cœur à gauche en haut, ça, c'est le ventricule gauche. La matière, là, vous voyez le paroi très large. On peut se dire que c'est parce qu'il y a trop de croissance là, à l'intérieur du cœur. Donc, un de mes collègues à San Diego, il a dit, peut-être il faut appeler ça hyperplasie au lieu de hypoplasie. En fait, je suis d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup trop de cellules cardiaques. Là, il y a presque la chose contraire. Le contraire, ça, c'est ce qui se passe dans 5 à 10% des enfants qui ont hypoplasie du cœur gauche. C'est très différent. Là, ça devrait être le ventricule, la cavité. C'est pas possible, c'est trop petit. Et là, c'est une fente. Alors, dans ce cas, c'est pas trop de croissance à l'intérieur, mais c'est que ça n'arrive pas à croître vers l'extérieur. Et personne n'a eu la possibilité d'étudier ces différents types comme nous. Maintenant qu'on sait que chez Jacobson, ça c'est le type qu'on le voit le plus. Donc, à cause de ça, on peut apprendre beaucoup à cause du syndrome de Jacobson. Ça nous donne cette possibilité. Donc, ce que je vous montre ici, c'est pour montrer que jusque maintenant, jusqu'à la survenue du syndrome de Jacobson, après ce moment, on a pu faire beaucoup plus de recherches là-dessus. Ça, c'est un bébé de 13 ans. Elle a eu la diagnose avant sa naissance et la famille savait qu'il ne pouvait pas avoir une intervention à Dallas. Ça, c'est leur cœur. Ça, c'est sa cœur. J'ai pris l'avion à Dallas parce qu'ils m'ont offert sa cœur. Et là, on est en train de faire des recherches que j'ai jamais pu faire avant. 2 autres bébés, 6 jours après et plus tard, ont décédé qui avaient le syndrome de Jacobson et une hypoplasie du cœur gauche. Et eux aussi ont offert les cœurs à nous. Donc on a 3 cœurs d'un petit bébé Jacobson. C'est une occasion extraordinaire pour étudier qu'on n'a jamais eu avant. Donc c'est très triste, mais aussi une grande possibilité et j'ai beaucoup d'admiration pour ces familles. Vous avez dit qu'il y avait 3 cas de Jacobson qui ont décédé, même si dans un des cas, ça a été diagnostiqué avant la natalité. Est-ce qu'on ne pouvait pas faire une intervention ou ce bébé que vous voyez, comme il y a beaucoup d'autres problèmes, je vais juste vous dire ce qui s'est passé. Sa délétion était très, très grande. Les chirurgiens à Dallas
ont décidé que ce n'était pas éthique d'avoir une intervention chirurgicale. Les autres deux, ils ont eu des interventions et là, on comprend mieux parce qu'un était en effet à San Diego, mais on comprend pourquoi ils n'ont pas survécu les interventions. Le bébé à San Diego, le cœur n'a pas, on pouvait voir que le cœur ne voulait pas croître. Il y avait beaucoup de problèmes. Je ne vais pas vous dire plus là-dessus. Le troisième bébé, c'était à Pittsburgh. Et ce bébé a eu des interventions aussi. Un peu la même histoire. C'était une combinaison. Le cœur, saignement, infection. C'était une situation impossible. Si déjà un bébé a une anomalie du cœur très sévère et encore d'autres, c'est vraiment très compliqué. Je ne sais pas ce que vous allez faire avec les cœurs, mais peut-être je peux faire une suggestion au domaine génétique pour vérifier s'il y a une perte. Je vais revenir sur ce point. On a eu des preuves dans un autre patient qui est encore en vie, qui avait Jacobson et hypoplasie du cœur gauche. On va expliquer plus tard. Donc, ce qu'elle suggère a été fait chez un autre patient. D'autres questions? On va continuer. Alors, dans quelques cas, il y a trop de croissance, et dans d'autres cas, hypoplasie. L'autre, on devrait dire hyperplasie. Jusqu'à début des années 80, il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas de guérison. On ramenait les bébés chez soi et il y avait le décès. En 1983, il y a eu une dissertation du docteur Norwood qu'il n'y a pas une guérison, mais une possibilité de reconstruction du cœur pour qu'elle puisse fonctionner. Ça, c'est une image de cette intervention chirurgicale. Ce qu'ils font, il y a trois interventions qu'on fait pendant les 3-4 premières années. Donc, on fait de sorte que le ventricule droit fait le boulot du ventricule gauche. Donc, ils l'ont connecté à une aorte reconstruite. Et puis, on fait un lien qu'il y a un lien direct vers l'artère pulmonale. Donc, dans le cas d'une hypoplasie, une autre hypoplasie aussi, c'est ce qu'on fait pour que tu sois capable de survivre. Là, tu fais que le ventricule droit fait le boulot qu'auparavant il n'a jamais fait. Maintenant, on sait que beaucoup de ces patients auront des problèmes de cœur plus tard. Et dans ces cas, le seul traitement possible est une transplantation du cœur.
quand on fait ça, on peut guérir une maladie, mais créer une autre. C'est très complexe. Et ça, c'est pourquoi ce champ de recherche a été si limité, parce que personne ne connaissait encore ces différences dans les diapos que j'ai montrés. Mais si on comprend le mécanisme, on peut mieux comprendre et offrir de meilleurs traitements. Le bébé à San Diego qui est décédé, si on avait compris la situation avant, on aurait pu faire mieux. Je vais vous expliquer ça. D'autres questions? Là, c'est un diapo ancien qui explique la délétion terminale. Il y avait un petit patient avec une hypoplasie. Donc là, on peut voir la délétion terminale. Et il est dans la dissertation de 1983. Parce que moi, je suis intéressée dans les malfonctions du cœur. Pour moi, c'était un cadeau de la nature. Donc, il devrait y avoir un gène ou des gènes qui étaient la cause du malfonction du cœur de cet enfant. Donc, les années 25, les dernières années, 25 années, on a essayé à résoudre ce puzzle. Ce matin, on disait encore que pendant cette période, on était en train d'apprendre et on continue à apprendre. Et là, c'est notre dissertation en 2004 sur 110 cas. Donc jusque-là, le plus grand nombre de patients était 17, donc c'était une grande amélioration. Si on se concentre sur la malfonction du cœur, il y a quelque chose qui était clair. Environ la moitié de vos patients ont des malfonctions du cœur. En ce qui concerne hypoplasie du cœur gauche, 5 jusqu'à 10% des bébés Jacobson sont nés avec ça. Et ça, c'est plus fréquent qu'avec tout autre syndrome génétique. Donc, c'était très bien que par hasard, j'ai trouvé ce premier patient. Je vois beaucoup de patients avec des malfonctions de cœur. Pourquoi il y a des bébés qui sont nés avec une hypoplasie du cœur gauche et un autre bébé est né avec des trous dans le cœur, dans le septum? Il y a beaucoup déjà là on a les réponses. Une des technologies dont on a pu profiter, microarray. Donc auparavant il y avait le karyotype qui est c'est pas nuancé, pas détaillé. Là, il y a beaucoup plus de détails où se trouve le point de cassure dans la délétion. Avec le projet du génome humain, on sait exactement quels gènes sont affectés par cette délétion. Maintenant, on sait aussi qu'il y a des différences dans l'ampleur des délétions. Donc, on peut déterminer la région où peut-être il se trouve ce gène qui est la cause, ou les gènes.
Donc là, il y a un enfant avec un petit délétion qui a une hypoplasie du cœur gauche. Il y a d'autres patients qui ont Jacobson et une hypoplasie du cœur gauche en rouge. Donc, ils ont une délétion interstitielle. À la fin, ça s'appelle délétion terminale. Donc, le même gène donc ils se recouvrent, les cas, et à cause de ça, on peut conclure qu'il y a environ 150 gènes. Ça couvre 150 gènes et il y a 7 qui se recouvrent. Le premier, c'est un gène qui encode un facteur de transcription. Ça, c'est des gènes qui allument ou éteignent d'autres gènes. Et les facteurs transcription sont très importants pour le développement d'organes, surtout le cœur, mais on sait aussi que les facteurs de transcription, s'ils allument ou éteignent des gènes qu'il ne faut pas ou au mauvais moment, ça peut amener à des cancers. Il y avait déjà des études que le FLI1 a des effets sur le développement du cœur. On s'est concentré beaucoup là-dessus les années passées pour savoir le plus que possible sur ce gène avec des expériments sur les animaux. Là, on a trouvé que ce deuxième gène, FLI1, ça allume ou éteint aussi un facteur de transcription. Il y a un lien étroit avec ETS1 et FLI1 peut être la cause centrale pour l'hypoplasie du cœur gauche dans les humains. Et peut-être c'est même les deux en combinaison dans la situation humaine qui amène à une hypoplasie du cœur gauche. Une des choses qui ont déterminé un peu comment il fallait continuer, c'est qu'il y avait un patient d'il y a quelques ans qui avait une certaine hypoplasie du cœur gauche, mais pas beaucoup. Et ce patient avait pas de ETS1 gène. Ça, j'ai pas tout à fait compris. En tout cas, c'était un apport pour la théorie que c'est un gène très important. Mais récemment, on a eu un patient humain qui a deux problèmes. Peristroso, donc saignement avec les plaquettes, et une hypoplasie du cœur gauche. Et il a un type, un sous-type de mutation de FLI1. Donc, on change un peu. On a changé du premier gène, à étudier le premier gène, ETS1, au deuxième, FLI1. Là, je vais vous raconter un peu sur ce qu'on a fait avec ETS1.
Ça, c'est des embryons de souris. Première question, où se trouve ce gène? Qu'est-ce que fait ce gène pendant le développement du cœur? Où on voit bleu dans ce cœur embryonal de souris, donc le bleu, c'est le ETS1. Et il y a deux types de cellules qui sont très, très importants pour le développement du cœur, chez les souris, chez les humains, chez les dorphiles. C'est la crête neurale et l'endothèle cardiaque. En parlant du endothèle cardiaque, il forme les parois des vaisseaux, tubes vaisseaux. Et dans le cœur, ils sont spécialisés dans les cellules. Ils sont dans les cellules qui ont des fonctions essentielles dans le cœur. Ce qu'on pense, c'est que la perte de ETS1 est dans un des types de cellules qu'on a mentionné, cause les difficultés qu'on a décrites. Et dans tous les photos que vous avez vues, donc l'hypercroissance ou les hypocroissance, les deux transcripteurs, ETS1 et FLI1, ne sont pas exprimés. On va expliquer plus tard. Là, on va parler de la crête neurale. Ces cellules ont été découvertes dans les années 70 du siècle précédent. Elle voulait apprendre comment les nerfs influencent les fonctions du cœur. Elle a découvert que dans le développement du tube neural, il y a une population de cellules qui s'appelle la crête neurale cardiaque. Si vous éliminez ces cellules, il y aura des malfonctions du cœur. Et la raison, c'est que normalement, pendant le développement du cœur, ces cellules, ils migrent dans d'autres régions. Donc, ces cellules aident à il y a le paroi qui sépare les deux ventricules. Ils se mettent là, apparemment. Donc, cette dame a montré que quand il y a des problèmes là, il y aura des malfonctions du cœur. Et dans l'hypoplasie du cœur gauche, il y a des preuves qu'une partie du mécanisme provient d'un problème dans la crête neurale. Il y a une anomalie, et ça s'appelle Hirschsprung, maladie de Hirschsprung, qui provient d'une malfonction de la crête neurale. Et ça se produit 100 fois plus souvent dans les personnes qui ont une hypoplasie du cœur gauche. Donc, ça peut être un problème des cellules dans la crête neurale. Mon labo utilise des souris qui ont été modifiées sur le point génétique. Ils ont des gènes dans une population de cellules ou dans tout leur organisme.
Et ce qu'on voit là, c'est une image trois-dimensionnelle d'un cœur normal de souris. Donc, c'est un IRM cardiaque un peu. Là, il y a le ventricule gauche, ventricule droite, aorta. Le bleu, c'est... Là, il y a la paroi qui sépare les deux ventricules. Vous voyez bien. Ici, là, c'est la valve aortique. Là, vous voyez les trois points. Tri-leaflet. Là, c'est une autre façon de montrer tout ça. Tout ce bleu et le rose, c'est des cellules de la crête neurale. Donc, ils jouent un rôle essentiel dans le développement du valve aortique. Si on enlève le gène ETS1, on ne voit pas une hypoplasie du cœur gauche, mais aussi autre chose. On voit un trou dans le cœur. Donc, ça, il y a une communication que normalement on ne voit pas. Hein, donc, et là, il y a l'aorte qui ne va pas, n'a pas un lien avec le ventricule gauche, mais avec le ventricule droite. Donc, il y a une double éjection dans ce cas. Ça se passe aussi chez les enfants qui ont Jacobson. Si on regarde le valve aortique, pas de bleu du tout. Et là, on ne voit que deux astériques. Ça veut dire que dans la moitié de ces souris, il y a une partie qui manque. Donc, ça veut dire que les cellules de la crête neurale ont une fonction très importante, qui joue un rôle très important dans la construction de ce paroi intérieur. Donc, on va revenir à ça à la fin. Bon, encore une autre histoire. Souvenez-vous de ce photo où il y a les cellules qui migraient en bas. Donc là, les flèches, c'est ces cellules de crête neurale dans un embryon de souris. Ça, c'est les cellules qui partent de la crête neurale pour aller vers le cœur. Et vous pouvez voir, à l'aide de ces flèches, on voit vraiment les cellules qui bougent en bas. Donc ça, c'est un cœur de souris normal. Si on regarde le gène ETS1, là, on voit qu'il n'y a pas de cellules de la crête neurale. Donc, cette population de cellules de la crête normale, de la crête neurale, n'arrive pas à former ce paroi à construire ce paroi. Et la question de Teresa, ce qu'on pouvait faire chez les patients qui sont encore en vie, c'est de faire croître des cellules de ces gens qui ont le syndrome de Jacobson. On peut prendre des cellules de la peau ou du sang et les reproduire de façon pour en faire des cellules de la crête neurale. On a fait ça de 3... donc 1.0 c'est normal et les deux autres sont deux autres patients Jacobson
avec une hypoplasie du cœur gauche qui ont le même sous-type anatomique. Et chez un des patients, il n'y a pas d'expression de ETS1. Donc, c'est un chromosome normal qui n'a pas été affecté de Jacobson. Il n'y a pas d'expression de ce gène non plus. Donc, il n'y a pas de... les deux copies ont été perdues. On a fait le même expériment avec troisième personne. On a fait le même expériment, mais on croit que cette copie de ce gène ne fonctionne pas bien. Donc, il y a une perte, une grande perte de fonction qui cause le problème. On est au milieu, peut-être une pause de 5 minutes, étirer un peu, boire un peu d'eau. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais parler, après la pause, je vais parler du cause de l'hypoplasie du cœur gauche. Donc 5 minutes. Le reste de mon exposé va être sur le rôle de ETS1 dans l'autre type de cellules, l'endothèle cardiaque. Là, vous voyez donc les parois du faisceau sanguin. C'est un type de cellule endothèle spéciale qui produit le endothèle. À l'intérieur ils exècrent des facteurs essentiels qui sont très importants pour le développement du ventricule. On va revenir sur ça. Et l'autre endroit où on verra du ETS1, c'est dans les artères coronaires. Il transporte le sang vers l'extérieur du muscle du cœur. Donc, ces cellules endothèles sécrètent aussi des facteurs qui sont essentiels pour le développement du ventricule. Donc, une hypothèse peut être, si on prend le ETS1, on enlève le ETS1 dans ces deux parties, c'est tout à fait possible qu'il y aura une hypoplasie du cœur gauche. Il y a une dissertation qui a été publiée avant que nous avons défini cette hypothèse. Ouais, autre problème technique. Je sais tout de corps, mais pas de ça. De cœur, mais pas de ça. Ouais. Il s'avère que il y a beaucoup de mêmes gènes qui jouent un rôle dans le développement du cœur humain. Il y a aussi joue aussi un rôle dans le développement du cœur des drosophiles. J'ai chez moi à San Diego des gens qui étudient ce petit animal aussi. Et là, là, ça montre ce qui se passe quand on enlève le ETS1 dans le développement du drosophile. Les choses en jaune. Donc ça, c'est un cœur embryotique de drosophile.
Et ça montrait il y a 25 ans, quand on enlève la version drosophile de ETS1, vous voyez que ça enlève une partie. Donc, eux, ils ne savaient pas ce qu'était l'hypoplasie du cœur gauche, mais moi, j'ai trouvé que c'était très important ce qu'ils ont trouvé, parce que ça peut signifier que le ETS1 peut être responsable pour le développement du cœur humain. Mais je peux vous dire aussi qu'il y a un autre gène qui nous a amené à identifier il y a des patients qui ont eu un pacemaker à cause de ces hypothèses. Un autre animal qu'on utilise, c'est une grenouille. Shuimi, dans mon équipe, travaille sur les cœurs de grenouille. Normalement, un cœur comme ça n'a qu'un ventricule. Le vert, c'est les cellules du cœur. Et elle a fait un expériment d'éliminer des ETS1 dans les cellules précurseurs. Et là, c'est ça le résultat. Le cœur est beaucoup plus petit et ça ne fonctionne pas bien. Donc, c'est petit et ça ne fonctionne pas bien. Donc, ça, c'est deux choses typiques d'une hypoplasie du cœur gauche. Et ça se passe dans une grenouille. Donc, encore, on peut hypothétiser que ETS1 joue un rôle important. Mais c'est toujours plus complexe. Parce que là, on retourne au cœur souris, qui est beaucoup comme le cœur humain. Et je vous ai déjà montré que là, il y a un cœur de souris normal. Là, c'est le ventricule gauche. Si vous élargissez ça, vous voyez la partie extérieure. Ça s'appelle le compactum. Et puis, il y a un peu comme des doigts. C'est un autre type de cellule cardiaque dont je n'ai pas compris le nom. Et je peux vous dire que quand on enlève ETS1, de ça, on n'a jamais vu une hypoplasie du cœur gauche, mais on a vu autre chose. Là, vous voyez que le côté compact, là, en bas, a tout à fait disparu. Ce souris n'a pas été né parce que le cœur n'a vraiment pas fonctionné. Vous pouvez voir, c'est pas possible. Donc, il y a des résultats qui suggèrent que l'ETS1 joue un rôle important dans le développement du cœur, du ventricule, mais on ne voit pas une hypoplasie du cœur gauche. Donc, il y a eu quelqu'un qui a étudié les cœurs des souris où il n'y avait pas de ETS1, et là, il a identifié les gènes qui subissent une influence du ETS1. Et comme ça, on peut définir si vous regardez la fonction, c'est tous des gènes qui jouent un rôle dans le développement du système cardiovasculaire. J'espère que nous sommes sur le bon chemin.
Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde quelques-uns de ces gènes qui sont allumés ou éteints. Euh, Merci. Il a identifié les Ik heb mijn best gedaan. Here we go. Is this okay? Thank you, Senator. You've probably never told a guy to speak louder before. Okay, so when you look at these downstream si on regarde les gènes en aval, par exemple ce gène, quand il y a une mutation, ça a été muté. Ce gène-là, qui s'appelle en haut, cause la malfonction du ventricule qu'on trouve aussi quand on élève le ETS1 dans la grenouille. Donc, ce qu'on pense, ce qui se passe, c'est que le premier gène est associé avec quelque chose. Donc, les vaisseaux ne vont pas dans le côté gauche du cœur, mais dans le côté droite. Et on pense que quand il y a un gène sur cette liste qui est sensible, qui est susceptible à la perte de ETS1, va causer une malformation du cœur. Donc, pourquoi? Ça, c'est une réponse à la question pourquoi il y a des enfants qui ont des malformations tout différentes ou pas de malformation du cœur du tout. Donc, ça dépend de la susceptibilité de l'individu à la perte de ETS1. Est-ce que je suis un peu clair? Donc, un aperçu. Donc, si on a le plus rare du rare, c'est tous des patients différents. Eckert, c'est le premier garçon de 1995. Les deux filles avaient une hypoplasie du cœur gauche, mais avec une toute petite délétion. Et deux des trois bébés qui ont décédé l'année passée. La dernière minute, je vais vous montrer quelques autres choses qu'on a fait. Ça, c'est il y a quelques mois. Je soignais une patiente de 15 ans. Et elle avait une hypoplasie du cœur gauche avec le sous-type anatomique de Jacobson et plaquettes blanches, plaquettes bas, déficience du hormone de croissance, un petit handicap intellectuel et une morphologie, donc la fente palpébrale. Et elle n'avait jamais été
testé génétique. Well, I made a guess, and guess what? I was wrong. Donc moi, je me suis dit, quel syndrome elle aura? Guess what? Euh, No deletion. il n'y avait pas de délétion. Hein? I said, can you please go back? Donc, 3 times. I copied 3. donc je l'ai demandé 3 fois. Donc, prochaine question, est-ce qu'il y a peut-être une mutation dans ATS1 ou FLI1? Mais il y avait une mutation dans un autre gène sur un autre chromosome. Et ce gène joue un rôle dans autre chose, d'une autre régulation des gènes. Et ce que fait ce gène, c'est que ça produit des changements chimiques dans le ADN qui commencent ou arrêtent l'expression de quelques gènes, de certains gènes. Donc, j'ai pris contact avec l'expert mondial sur ce domaine pour déterminer si des gènes comme ATS1 ou FLI1 ont peut-être été affectés par la perte de ce gène. Donc ça, c'est une évolution nouvelle. Au moment qu'on pense de tout savoir, il y aura quelque chose de nouveau. Donc c'est incroyable. Une autre chose que je veux vous montrer, c'est on peut prendre des cellules d'un patient qu'on peut reprogrammer. Ils prennent des cellules de la peau, ils mettent dans une boîte pré-tri et puis ils font des recherches, ils les reprogramment. C'est des cellules et ils peuvent reproduire un cœur qui bat de ce patient en tout petit niveau. Keep watching because this gets really pretty cool. So that's basically just showing a single heart cell. Donc là, une cellule cardiaque tout seul produit un micro-cœur. That are again derived, let's say, from a patient with Jacobson syndrome and hypoplastic left heart syndrome, using their magic. And this is what's called a tissue strip, so it's like just that, a strip of heart tissue that they've engineered. And look what they can do. If you watch this carefully, it actually contracts. And the way they have this all set up is you can actually measure the function of Donc on peut mesurer la fonction de ce tissu. one step further, they can actually Et un pas plus loin, heart chamber. ils peuvent produire une pompe qui ressemble vraiment à un cœur. Look at this. This thing actually pumps and actually can inject a volume that can be measured. So why is this so important? Well, remember, Pourquoi c'est si important? Au début, je vous ai dit que mes patients avec une hypoplasie du cœur gauche, ils ont eu les 3 opérations. Le premier patient maintenant a 27 ans et il va très bien, mais d'autres patients ne vont pas bien du tout et parfois il y a des patients qui ne survivent que plusieurs ans et il leur faut une transplantation du cœur. On ne sait jamais comment vont évoluer ces patients. Si depuis le début on peut faire une analyse, on peut peut-être conclure qui a un risque plus grand pour avoir
une anomalie du cœur vraiment sévère, donc qui peut bénéficier de certaines choses et qui bénéficie d'autres. Donc ça va nous donner la possibilité de personnaliser nos soins de façon qu'il y aura un meilleur résultat. Si on avait eu cette technologie il y a 9 mois, je suis sûre qu'un des 2 bébés serait encore en vie. Le bébé à San Diego, il n'a eu que 9 mois. Wow. Et les soins pour lui ont coûté 2 à 3 millions de dollars. Ça coûte beaucoup, beaucoup. Encore une image de cette chambre qui pompe. Les gens qui ont commencé cette entreprise, si on m'avait dit il y a 15 ans que c'était possible, j'aurais dit c'est impossible. Mais ça, c'est des ingénieurs bio et on peut travailler très bien ensemble pour faire des choses que personne n'aurait pu imaginer avant. Et ça, c'est incroyable. Donc, les chercheurs et le biotech peuvent très bien travailler ensemble. Ça, c'est un centimètre en diamètre. Bien sûr, il y a des limitations, mais en effet, c'est un cœur entre guillemets qui fonctionne. J'ai demandé si on pouvait faire ça chez des patients qui avaient des malfonctions du cœur pour voir ce qu'on peut faire avec, pour rechercher des traitements. Et il me demande si ça peut se produire tout seul. Dans cette situation, c'est non, parce que... Mais il y a une technologie émergente, peut-être que Thérèse le connaît, organoïdes cardiaques. Et ça, c'est ce qu'on voit là, c'est pas très affiné. Mais il y a des gens qui prennent des cellules souches qui font que ils produisent des organes. Et ça s'appelle des organoïdes. J'ai un nouveau collaborateur qui vient. On va travailler ensemble et on va prendre certains de ces patients et il va utiliser cette technologie pour créer un organoïde cardiaque dans la boîte pétrie et on pourrait tester là-dessus. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser du technologie CRISPR et réparer la mutation et réparer le cœur et puis reproduire un organoïde cardiaque pour vérifier si c'est vraiment la perte de ETS1 qui cause le problème. Donc, il y a des limitations, mais il y a aussi, si on pose les bonnes questions, ça peut avoir de très bonnes résolutions.
parfois, il y a une hypoplasie du cœur légère. And that's actually what happened légère. one C'est baby in San Diego. et c'est ça que chez ce bébé à San Diego, il y a eu un chirurgien qui a voulu faire ce qu'il a voulu faire et il a voulu réparer les 2 ventricules et ça n'a pas marché. Si on avait fait ça, ce que je montre là, avec ce petit patient, c'est possible qu'on aurait eu une solution. And just to wrap up, this is actually Là, an echocardiogram from a fetus that we came across il y a years ago. un This is the right ventricle. le ventricule droite, ventricule There's a little bit of a problem here, right? gauche, il y a un petit problème. Vous voyez, This fetus, ce fœtus 3 weeks gestation, de 23 semaines, completely missing their aortic valve. il n'avait pas de valve aortique du tout. Blood out Donc, the aorta. si le ventricule gauche pompe du sang vers l'aorta, il faut une ouverture. Mais là, quand le ventricule pompait, il y avait un reflux. Fetus was not Donc, so the baby died a few days later. However, quelques jours plus tard, le fœtus est décédé. and we actually found a new disease-causing mutation Et là, on a trouvé une mutation qui cause une maladie. in preserving cardiac neurocrest cells. Remember I showed you before, Et on avait déjà vu avant que ce gène joue un rôle essentiel dans un grand problème de cœur aussi. Donc, ce qu'on pense, c'est que à cause de cette mutation, ces cellules qui sont censées d'aller à la valvule aortique, c'est qu'ils meurent. Donc, j'ai quelqu'un dans mon labo qui va étudier ce gène, ce problème, pour voir ce que ça fait. J'aurais jamais eu cette idée s'il n'y avait pas eu cette hypothèse. Donc, pourquoi certains gens avec Jacobson ont des anomalies du cœur et des défaillances du cœur et d'autres pas? C'est quoi la base? Et la troisième, pourquoi vos enfants ont plus souvent des cheveux rouges? Il y a beaucoup de causes génétiques pour avoir des cheveux rouges. Mais ce qu'on sait, que le gène ETS1 est aussi nécessaire pour une autre population de cellules de la crête neurale qui influence la couleur des cheveux. Et là, on peut voir que l'autre souris a quand même un autre type de cheveux, une autre couleur de cheveux. C'est pas roux, mais il a aussi une malformation de son dos et aussi une petite tête trop grande aussi. Donc, c'est possible que ce gène influence aussi la couleur des cheveux de vos enfants. Là, il y a l'équipe. Aiden, un étudiant. Luciline, qui a fait ses études sur les cellules de la crête neurale. Elle a travaillé sur les drossophiles et le rôle du ETS1 dans les drossophiles. Luwin, il est très talenté
le meilleur que j'ai eu en 25 ans. Il a beaucoup attribué au vu de l'influence du ATS1. Il était une... Et là, c'est la personne qui a fait des études sur les cellules de la crête neurale chez les humains. Et là, je vous ai raconté sur les problèmes qu'on rencontre quand on étudie cette maladie si complexe. Là, c'est Karen et Rolf. Ils sont un couple. Eux, ils ont travaillé sur les drosophiles. Ils veulent vraiment savoir mes patients sont seulement encore en vie aujourd'hui à cause du travail de mon équipe. Je vous ai déjà raconté de Lu Wang. Il a une promotion maintenant. Il est encore dans mon labo. Elle est un docteur aussi. Elle étudie les grenouilles. Et ça, c'est ma première patiente, bébé, en 1996. Elle va très bien. Mais son avenir est incertain et c'est ça qui me motive. Ça, c'est une motivation pour moi pour continuer. Merci. Tout ça n'est pas possible sans vous. Question? Non. Merci beaucoup.